Mes arrière-grands-parents ont émigré en Algérie en tant que colons et pour la plupart comme exploitants agricoles sur des concessions fournies par la France dans les années 1850-1860. Ils venaient de tous les coins de la vieille Europe, chassés par la misère, leur religion, la guerre ou par goût de l'aventure. Et c'est en Algérie que leurs enfants, donc mes grands-parents, se sont rencontrés et mariés à la fin des années 1800. Mon père et ma mère sont nés à Bonn, mariés en 1921 à Tunis, où je suis né en 1926. Mais voilà, je suis un garçon manqué. Et tout ce qui touche les hommes m'intéresse. J'en veux presque à mes parents de m'avoir fait naître fille. L'uniforme militaire me fascine, hélas. Une carrière dans l'armée pour les femmes est impensable à cette époque. Puis c'est l'occupation de la Tunisie par les Allemands et la dure campagne de libération en 1943 par les Américains et le corps expéditionnaire français. En mai 1943, à Tunis, mon futur mari, que je ne connais pas encore, défile en libérateur avec le maréchal Leclerc devant moi et mes amis. Il s'était engagé en 1942 dans les tabords marocains et a participé à toute la campagne de Tunisie. Il va avoir 22 ans. Mes 16 ans sont emportés avec mon enfance par la guerre de libération de Tunisie, le bombardement de Tunis et la disparition de ma mère. Et voilà qu'en octobre 1943, après la libération, de grandes affiches pour le recrutement de volontaires femmes dans le corps expéditionnaire français, CEFI, sont placardées sur tous les murs. Elles représentent une jeune fille blonde et une brune en uniforme militaire avec cette légende. « Jeune fille, engagez-vous. Votre place dans les bureaux permettra à un homme de prendre les armes pour reformer notre armée. » Je n'ai pas 17 ans. Mon sang ne fait qu'un tour. Aussitôt, je me dirige vers le bureau de recrutement, mais l'officier qui me reçoit me dit « J'ai bien peur que, vu votre âge, votre engagement ne puisse se faire. » Voyant ma déception, il me dit que peut-être avec une dispense d'âge et une autorisation parentale, j'attends 2 mois. Le 12 janvier 1944, à Tunis, je signe enfin mon engagement pour toute la durée de la guerre et suis affecté à la compagnie sanitaire. C'est sous l'uniforme américain, le paquetage GI, un peu trop grand, vêtu d'un pantalon de drap chaussé de gros souliers de montagne, coiffé d'un calot, mais avec quelle fierté que je quitte Tunis à destination d'Alger pour faire un stage de spécialisation des sections de conductrices automobiles. 3 mois et demi de formation pour apprendre les leçons de conduite, de mécanique, de secourisme, de topographie, de brancardage. 1500 conductrices y seront formées. Ma section est pressentie pour la campagne d'Italie et l'offensive du maréchal Juin du printemps 1944, mais nous ne le savons pas encore. Je suis la plus jeune de la section et les autres filles me prennent sous leur aile. Je suis leur mascotte. C'est là que je rencontre Sylviane Cauget pour la première fois. Ce sera ma coéquipière dans l'ambulance, mon amie, ma sœur, pendant presque toute la durée de la guerre. Mes examens d'ambulancière réussis, ma compagnie est intégrée au corps expéditionnaire français appelé à opérer en Italie, le CEFI. La symbolique de l'unité portée sur nos brassards est un Donald
représentés en secouristes. J'ai signé mon engagement définitif le 24 mai 1944, la veille de mon embarquement pour l'Italie avec des centaines d'autres bateaux pleins de combattants, dont les Taborks marocains qui se sont distingués dans les Abruzzes durant le terrible hiver 43-44 par la prise de Monte Cassino, parmi lesquels mon futur mari. Nous débarquons à Naples le 29 mai 1944. Logés sous des tentes militaires pour la première fois, et la nourriture est immangeable. La colère monte, je me porte volontaire pour défendre notre cause auprès des officiers. Au moment du repas, je prends mon assiette et direction table des supérieurs pour leur montrer la pitance que l'on nous donne. L'ordinaire s'est amélioré suite à cet incident. Mais nous connaîtrons par la suite des rations américaines qui sont pires encore. Les premières évacuations des blessés commencent. C'est le baptême du feu pour beaucoup d'entre nous. On travaille par petits groupes. Nous nous déplaçons le plus souvent en convoi de plusieurs ambulances. Nous allons chercher les blessés qui ont été ramassés par les infirmiers sur le champ de bataille pour les ramener au mieux dans un hôpital de campagne constitué de tentes. Fin mai 1944, les postes de secours, les hôpitaux de campagne sont saturés. Il y eut 7260 blessés entre le 12 et le 26 mai, dont 1200 le seul jour du 12 mai. Il faut donc évacuer les blessés vers les hôpitaux plus lointains. Nos compagnies procèdent à des rotations d'évacuation jour et nuit sur des centaines de kilomètres. Nous devons à la fois aller vite pour évacuer les blessés qui ont besoin de soins rapides et ne pas trop les secouer. Nous devons faire très attention sur les routes défoncées. On a toujours peur de leur faire mal. On pense souvent à leur famille, ils sont si jeunes. On leur parle pour les réconforter, peu importe la nationalité. Un blessé est un blessé, même s'il est allemand. Mais nous avons peur, car on a entendu dire que des soldats allemands blessés ont attaqué des ambulancières pour s'évader. J'ai souvent le cafard, je me demande ce que je suis venu faire dans cette galère, mais patriote, je reprends courage, il faut servir la France, elle a besoin de nous. Étant la plus jeune, mes sœurs d'armes me consolent, me remonte le moral. Vivre sous la tente, dans l'humidité glacée, brancarder les blessés, les hisser dans les ambulances, craboter et accélérer vigoureusement pour sortir des ornières et fondrières, effectuer des rotations journalières de 300-400 km dans le froid, dans la boue et les inondations, reste du terrible hiver 43-44, rouler sur des routes défoncées par les tirs d'artillerie, réconforter les blessés, sourire malgré la peur, regagner le cantonnement en se guidant à la faible lueur des yeux de chat, contrôler les véhicules dans le vacarme des tirs d'artillerie, sans parler des mines que nous devons éviter. Nous sommes épuisés, mal nourris. Nous avons du mal à récupérer sous nos tentes pyramidales sans aucune hygiène et aucun confort. C'est un travail harassant. Les officiers et soldats du CEF, moqueurs et sceptiques au début de la campagne, se sont bientôt inclinés avec respect devant ces camarades au féminin. C'est la première fois en Italie que j'entends le surnom de chaufferette qu'ils nous donnent affectueusement. Le bataillon médical de campagne se déplace et s'installe dans la cuvette au pied du Mona Casal. Ce Mona Casal, qui avait été pris d'assaut le 29 décembre 1943
par le bataillon des tabords marocains, dans lequel mon futur mari Antoine, que je ne connaissais pas encore, est sous-officier. C'est la bataille où il a reçu sa première blessure. Les Allemands, embusqués sur la hauteur du mont Sifalco, tiraient à vue dans cette longue descente à découvert sur tous les véhicules, sanitaires ou non, qu'il fallait emprunter. La route est étroite, défoncée, glissante, pleine de virages, bordée de ravins profonds, encombrée de convois de chars ou de camions de munitions montant en ligne et jalonnée de carcasses de véhicules alliés, détruits ou accidentés. Souvent, il faut s'y prendre à 2 fois pour amorcer les tournants dans la poussière. Nous avons souvent peur, mais il faut sourire, consoler, aider les blessés, souvent très jeunes, qui pleurent, gémissent, nous montrent des photos de leur village ou famille. C'est au cours d'une de ces missions que Marie Loretti avait trouvé la mort avec 5 de ses camarades. Elle s'était portée volontaire pour aller de nuit chercher des blessés. Au petit jour, elles parviennent au poste de secours et c'est sur le chemin du retour que l'ambulance surchargée de blessés est atteinte par un obus. Nous pensons à elle en empruntant ces trajets. Sur une route provisoire, 2 de mes camarades de section de la rue Emouldi se retrouvent au milieu des marais. Leurs freins ont lâché. Je vois les soldats anglais pris d'un fou rire en voyant ressortir de l'eau, les vêtements collés au corps, mes camarades. Et de la rue disant à la conductrice « T'as pas oublié de mettre le frein ?» Les Allemands avaient, avant de partir de l'endroit, fait sauter un barrage pour inonder la plaine autour de Rome, qui s'était transformée en marais. Le 3 juillet 1944, nous remontons vers Sienne avec le CF sous les acclamations de la population. Sur la Piazza del Campo, lors d'une cérémonie, le général Juin, accompagné du général de l'Armina, passe les troupes en revue. Les volontaires féminines de la première armée, quelle que fût leur tâche, obscure ou exaltante, ont fait preuve d'un dévouement souriant, d'un zèle sans défaillance, certaines d'un héroïsme magnifique. Elles peuvent être fières de la part qu'elles ont prise à notre victoire. Que demain, sous l'uniforme encore, ou de retour dans leur foyer, elles restent intimement fidèles à l'esprit de l'armée Rhin et Danube. Ainsi continueront-elles à bien servir la France. Le général d'armée Jean Delattre de Tassigny. Ma compagnie débarque le matin du 19 août 1944 au large de Cavalère, près de Toulon, sous le vacarme des canons allemands et avions alliés. Des commandos avaient nettoyé les abords de la plage peu avant. Nous descendons des navires par des filets dans des péniches qui nous amènent sur la côte, pataugeons dans l'eau, puis touchons enfin le sol de notre chère France. Les combats sont durs. Mon futur mari est au milieu des combats, toujours en première ligne dans les commandos de tabords marocains. Nous passons le redoutable hiver 1944-1945 dans les Vosges, où les conditions de vie sont très difficiles, notamment à cause du froid et de la neige. Il faut sans arrêt purger le carburateur de chaque ambulance car il est rempli de glaçons. Pendant cette longue période où les Allemands s'accrochent avec acharnement à ce morceau de France qu'ils ne veulent pas restituer, comme en Italie, il faut recommencer à chaîner les roues des Dodge, évacuer les blessés de jour, de nuit, sur des routes verglacées et dangereuses, par des températures qui descendent jusqu'à -20, au milieu des villages détruits. Plusieurs ambulancières sont grièvement blessées et d'autres capturées. C'est à Modane, je crois, que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Nous sommes logés dans une ancienne gendarmerie. Tout est en ruine. Là, nous sommes encerclés par l'ennemi, descendus en ski sur notre position.
On nous fait quitter notre tenue militaire pour un brassard de la Croix-Rouge afin de tromper l'ennemi. Heureusement, une contre-offensive aérienne et les chasseurs alpins nous sauvent. Mais que de blessés. Toute la nuit, nous les évacuons vers le centre de triage, épuisés, conduisant dans la neige sous les tirs des ennemis. C'est là que je suis proposé pour la croix de guerre, dont je n'ai plus entendu parler par la suite. Puis c'est la dure bataille des Vosges. À Belfort, le 7 décembre 1944, nous sommes installés dans la Villa Schmidt, réquisitionnée par les Alliés. Pour combattre le froid, nous brûlons des meubles, des escaliers, des portes dans un grand poêle au milieu de la pièce principale. Pour la toilette, chaque fille se met nue autour du poêle. Comme je suis très pudique, un jour, à plusieurs, elle me déshabille entièrement en chantant un chant de caserne. Inutile de vous dire que pendant quelques jours, je leur fais la gueule. Et toujours beaucoup de blessés, beaucoup de pieds gelés. L'hiver est terriblement froid, toujours la neige, les ponts et les villages détruits. Nous devons descendre dans les ravins à pied en poussant l'ambulance, sans lumière pour ne pas alerter l'ennemi. Je guide ma coéquipière avec une petite lampe de poche, mais le moteur toujours allumé, pour pouvoir repartir le plus rapidement possible en cas d'attaque. C'est dans les Vosges que j'ai 18 ans, le 26 novembre, et je suis sous les tirs de l'ennemi avec mes blessés. Je n'ai pas trop le moral. Mes camarades improvisent une petite fête pour moi. Je dois aller voir mon frère basé sur Chalampé dans les chars pour passer Noël avec lui, mais nous sommes consignés pour les fêtes de fin d'année du fait des dures attaques de jour et de nuit durant cette période. Je ne le verrai jamais durant toute la guerre. Ces fêtes de fin d'année sont tristes. Un soir, à Saint-Dié, alors que nous revenons de mission avec Sylviane, nous n'avons pas le moral et envie de pleurer. En traversant cette ville, nous entendons de la musique qui vient de l'église. Nous nous asseyons sur les marches pour écouter. Quelle merveille! Une chorale, pendant quelques instants, nous transporte et nous fait oublier la guerre. Mais il faut nous reprendre. La route est longue et nous remontons dans notre ambulance. Suite à un accident du côté de Chalampé en février 1944, je suis évacué à l'hôpital de Montbéliard à côté de Mulhouse. Nous sommes tombés dans un ravin avec notre Dodge durant un moment de fatigue et d'épuisement. J'ai des côtes cassées, rien de grave. Je suis envoyé, après mon hospitalisation, en maison de repos à Alpe d'Huez pendant une quinzaine de jours, où un moniteur nous apprend à faire du ski. Pour une fille de Tunisie qui ne connaît pas la neige, c'est extraordinaire, bien que je n'aime pas trop le froid. Le 5 mars 1945, de retour de convalescence, je ne réintègre pas mon ancienne section. Mes anciens chefs et camarades sont déjà partis. Je n'ai plus entendu parler de ma décoration. Le 22 avril 1945, nous passons enfin le Rhin sur un pont de bateau et entrons en Allemagne pour rejoindre Baden-Baden. Là, nous apprenons la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Je reste encore plus d'un mois dans l'armée d'occupation.
J'ai embarqué à Marseille pour Alger le 25 juin 1945. C'est durant cette permission que je fais un détour chez mon oncle Henri, près d'Oran, où je rencontre pour la première fois mon Antoine, qui sera mon compagnon pendant 56 ans. Pourtant, que de fois nos chemins se sont croisés durant la guerre, en Tunisie, en Italie, en France. Je suis affecté à l'hôpital de Fort Lyautey, près de Rabat. Puis, je pars à l'hôpital de Tunis jusqu'à ma démobilisation le 25 janvier 1946. Antoine est basé à Casablanca. Nous avons correspondu et en mai 1946, nous nous marions. J'ai fait un choix un peu forcé par mon amoureux entre la vie de famille et ma carrière militaire. Je l'ai parfois regretté, malgré l'amour que je porte à mes proches. En 1957, avec l'indépendance, nous devons quitter Tunis pour la France et recommencer tout à zéro, comme mes grands-parents. Nous ne sommes pas très bien reçus par les Français de France qui nous traitent de sales pieds noirs. Mais nous faisons notre petite vie et réussissons à élever nos enfants en oubliant les pays qui nous ont vus naître. Longtemps après, j'ai eu la médaille de l'Ordre national du mérite de la main du président Jacques Chirac.